Bonjour et bienvenue au podcast de l'IoT saison 2. Je suis Guénelle Blanchet, consultante et formatrice IoT et Data, et nous sommes à l'épisode 2 qui met à l'honneur la qualité de l'air et notamment la qualité de l'air intérieur. Donc, depuis 2015 est organisée chaque année la journée nationale de la qualité de l'air qui a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des citoyens à l'importance de la qualité de l'air et des bonnes pratiques à déterminer et à valoriser pour aller dans ce sens. D'ailleurs, donc aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2021, journée de la qualité de l'air, donc journée très spéciale, notamment spéciale pour mon invité qui est Bruno Tudal. Bonjour Bruno. Bonjour Guénelle. Alors, je sais que tu as eu une journée très, très agitée, puisque en fait, c'est ta journée, en fait, hein, on peut dire. Exactement. Ça. Donc, je vais te présenter brièvement, mais je te laisserai après le soin de bien détailler. Donc, tu es CMEI, donc conseiller médical en environnement intérieur. Tu es également co-gérant de Biodiverse Santé France. Mais bon, voilà, je te laisse continuer pour détailler en fait tes activités. Oui, exactement. Alors, ce sont deux postes que j'occupe, on va dire, depuis 5 ans, puisque en même temps qu'on a créé l'entreprise avec mon associé Bruno Hilt il y a 5 ans, Biodiverse Santé, je me suis formé pour devenir conseiller médical en environnement intérieur à Bordeaux et sur la Nouvelle-Aquitaine. Le conseil médical se fait essentiellement sur prescription de médecins, pneumologues ou allergologues auprès de patients qui ont des problèmes allergiques ou respiratoires qui peuvent être liés à leur environnement et donc surtout au logement. Et on intervient également pour faire des diagnostics lorsque on a des entreprises, par exemple, ou des écoles qui souhaitent qu'on vienne identifier quels sont les problèmes et qu'on leur propose des solutions. La qualité de l'air intérieur, ça reste encore assez obscur. Donc, je vais juste te donner quelques éléments. Tu pourras bien entendu rebondir dessus si jamais il y a des inexactitudes ou tu veux rajouter des choses. Donc, on a été sensibilisé énormément à la qualité de l'air extérieur, mais quand même, on passe énormément de temps dans des établissements confinés. Donc, ça peut être le logement, mais également le travail ou les activités scolaires. Ou les transports. Ou les transports, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier les transports. Et de ce fait, on est soumis à des tas de pollutions qui sont liées spécifiquement à l'air intérieur. Alors, je les ai divisées en 3. Cette subdivision, elle ne vient pas de moi, hein. C'est issu des différentes études que j'ai pu faire. Donc, on a les agents biologiques qui regroupent en gros les allergènes, les micro-organismes que peuvent être les moisissures, virus et bactéries. Il y a les agents physiques tels que l'amiante, le radon, les particules inertes, particules fines ou ultra fines. Et puis, il y a les agents chimiques, tels que le monoxyde de carbone, les pesticides, les retardateurs de flammes. Et encore, il y a encore d'autres polluants auxquels on ne pense pas, tels que aussi le bruit ou la lumière. Tous ces éléments-là sont liés à l'intérieur. On ne connaît pas vraiment en fait les effets que ça peut avoir sur la santé. Est-ce que Bruno, tu peux nous en donner quelques exemples ? Aujourd'hui, ce qui est encore compliqué, c'est les effets cocktails, parce qu'on sait qu'on n'est jamais exposé qu'à une seule substance ou qu'à un seul type de polluant. Mais par contre, on va dire séparément, on a déjà des notions bien documentées sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Donc, si je prends l'exemple d'un pic de pollution aux particules fines, qui vont avoir assez rapidement un impact sur les voies respiratoires, vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des voies respiratoires, aller jusqu'au fond des poumons et finalement agresser notre muqueuse respiratoire et on va avoir une inflammation vraiment des voies respiratoires supérieures et puis ça va petit à petit descendre dans les poumons et on peut avoir des problématiques d'exposition aiguë chez les personnes qui sont plus sensibles et on a surtout des problématiques d'exposition chronique lorsque les gens sont exposés quotidiennement ou en tout cas régulièrement, quelque chose qui va favoriser le développement d'asthme par exemple, mais ça peut aussi aboutir à des problèmes neurologiques, à des AVC, problèmes cardiologiques, cardiovasculaires. C'est vraiment des choses aujourd'hui qu'on commence à bien connaître et qui motivent aussi toutes les actions de prévention qu'on peut mettre en place. J'ai entendu aussi que ça pouvait avoir des effets sur la fertilité aussi, par exemple. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est peut-être un peu moins bien connu, mais on sait aussi que cette exposition chronique va avoir un effet de perturbateur endocrinien et réduire la fertilité. Ça va aussi faire des naissances prématurées avec des enfants qui sont plus petits. On parle de petits poids de naissance. Alors justement, en fait, quelles sont ces sources de pollution ?
Alors, les sources de pollution de l'air, elles sont très diverses, puisqu'on a les sources de pollution extérieures. On va dire en France, c'est quand même beaucoup le trafic automobile dans les grandes villes. Les industries, mais comparé à d'autres pays, à ce niveau-là, on est quand même plutôt bien protégé. Ensuite, on va avoir des polluants dans les bâtiments liés au bâtiment lui-même, c'est-à-dire notamment aux matériaux liés au chauffage, à la qualité de la ventilation, etc. Et on va avoir des sources d'émissions liées aussi aux pratiques. Donc, ça va être typiquement les produits ménagers, les bougies parfumées ou l'encens qu'on peut mettre chez soi, les huiles essentielles. On a parlé d'agents biologiques, on a des allergènes d'acariens ou d'animaux de compagnie, de chiens, de chats, qui vont se développer finalement en fonction de la façon dont on occupe le logement. C'est pour ça qu'on est forcément exposé à tout un ensemble de polluants. Nous, notre travail, c'est justement d'arriver à les identifier, à évaluer le niveau d'exposition, identifier le niveau de risque et préconiser des solutions. Alors, je me permets d'ajouter quelques éléments, puisque j'avais étudié la question il y a un an, dans le contexte de mon activité, et j'avais décelé des sources polluantes très surprenantes. Oui. Par exemple, notamment la densité d'occupation. Si on est trop nombreux dans une pièce, oui, j'avais pas pensé du tout à ça. Je pensais pas, en tout cas, que ça pouvait être aussi grave. J'avais pas du tout pensé à ça. Si. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu quelques cas. Ça m'est arrivé d'aller dans des logements où on a les 2 parents et les 2 enfants qui dorment dans la même pièce, dans la même chambre, sans aucune aération, même pas de fenêtre en fait. En respirant, ils émettent de la vapeur d'eau qui va pas pouvoir sortir de la pièce. Ça va se condenser, ça va s'accumuler, se condenser sur les murs et provoquer le développement de moisissures. Et donc finalement, notamment pour les enfants, ils vont d'une part manquer d'oxygène parce que quand on dort dans une chambre où il n'y a pas assez de renouvellement d'air, on a un manque d'oxygène et un taux de CO2 qui est trop élevé, donc un problème de qualité de sommeil également qui peut amener d'autres problèmes. Mais on a aussi cette exposition aux moisissures petit à petit. Et les acariens se nourrissant de moisissures, on a ensuite les acariens. Alors, je vais juste te donner quelques éléments qui, lors de mes études, m'ont étonné aussi. Je ne pensais pas, par exemple, au mobilier. Je ne pensais pas non plus, par exemple, au parquet, au lino ou au rideau. Tout ce qui fait partie du quotidien, qui a l'air complètement inoffensif. Voilà, le but n'est pas de faire peur à tout le monde. Comme tout composé, comme tout élément chimique ou organique, ce qui en fait le poison, c'est surtout sa teneur. C'est la quantité qui est ingérée, c'est la quantité qui est déployée. Et justement, en fait, il y a des outils qui permettent de déterminer si c'est dangereux ou si c'est tolérable. Et donc, justement, je vais donner quelques éléments pour que, ensuite, après, Bruno, tu puisses nous donner d'autres éléments en fonction de toi, de ton activité. Il a été déterminé le 12 juillet 2010, donc via la loi du 12 juillet 2010, que l'État s'engageait à rendre obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public, notamment les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc c'est-à-dire les crèches, les haltes garderies, etc., les centres de loisirs, les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle. Et il y a tout un tas d'éléments qui permettent de déterminer quelle teneur est tolérable dans ces établissements. Et moi, alors je t'avoue Bruno, j'ai étudié la question depuis un petit moment. Il y a certains composés où c'est très facile de déterminer lorsque c'est pathologique ou pas. Et il y en a d'autres, ça a évolué avec le temps. Et je crois que d'ailleurs d'un pays à l'autre, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors déjà, effectivement, même si ça remonte à 2010-2011, le décret, il est entré en vigueur en 2015, fin 2015, avec un objectif essentiel de protéger les enfants. Si on prend l'exemple d'un polluant qui est réputé et pris en compte dans ce décret, le formaldéhyde, c'est un polluant qu'on retrouve dans 100% des logements. Formaldéhyde, aujourd'hui, on en a absolument partout, en plus ou moins grande quantité. Dans tous les cas, on en a chez nous forcément
d'une façon ou d'une autre. C'est un conservateur qui est utilisé dans beaucoup de produits, que ce soit des peintures, du mobilier, dans les colles à bois, dans les produits d'entretien, etc. Dans tous les cas, on en retrouve nécessairement quelque part. C'est impossible d'avoir un logement où il n'y en a pas. Ça, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui l'a établi. On a aujourd'hui plusieurs seuils qui sont définis pour le formaldéhyde avec les valeurs de recommandation et les valeurs guides. C'est-à-dire que les valeurs de recommandation, les valeurs qu'on considère qu'il ne faut pas dépasser parce que au-delà il y a un réel danger pour la santé, et les valeurs guides, c'est plutôt les valeurs en dessous desquelles il faudrait être pour être sûr de ne pas avoir d'impact sur la santé. On ne peut pas faire sans le formaldéhyde. On doit faire avec. On définit ces seuils en se disant, si on arrive à le réduire un petit peu, c'est bien. Si on n'y arrive pas, il faut trouver d'autres solutions. L'utilisation des capteurs pour donner des indications sur la qualité de l'air intérieur, parce qu'en fait, on est sur le podcast de l'IoT. Toi, est-ce que tu en utilises dans ton métier ? Alors, j'en utilise surtout depuis 1 an à peu près. Donc moi, je fais ce travail-là depuis 5 ans et j'ai vraiment vu l'évolution des capteurs dans ce domaine-là et l'utilité que ça peut avoir aujourd'hui. En fait, ça transforme complètement notre métier. Parce que il y a 2 éléments importants. On se sert de capteurs pour faire les diagnostics, donc évaluer les niveaux d'exposition, soit de façon ponctuelle, soit de façon continue sur 1 semaine ou 2 semaines, par exemple. Soit on l'utilise aussi, on préconise des solutions. On peut tout à fait préconiser d'installer des capteurs pour surveiller la qualité de l'air dans un lieu et éventuellement que ça puisse servir à piloter la ventilation, par exemple. On parle beaucoup en ce moment du CO2 par rapport au Covid, évidemment. Le CO2, c'est intéressant, c'est surtout un des types de capteurs qui coûte le moins cher, mais on a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut mesurer, notamment les particules fines, où c'est intéressant de pouvoir mesurer à l'intérieur et à l'extérieur, savoir si on peut justement ouvrir la fenêtre ou pas, quel est le meilleur moment de la journée. Et à partir de là, finalement, ça nous ouvre plein de nouvelles perspectives, nous, dans les conseils qu'on peut donner. Alors justement, je vais me permettre de donner un peu ma contribution. J'ai participé à un projet, c'était un appel à projet sur la qualité de l'air pour un établissement scolaire, enfin un ensemble d'établissements scolaires. Je m'étais rendu compte qu'au niveau du marché des capteurs, je parle des capteurs d'entrée de gamme qui avaient leur utilité parce qu'ils permettaient de sensibiliser la population aux risques éventuels. Je pense au boîtier simple qui permet pas forcément de connaître au micron près la quantité de formaldéhyde ou de benzène, mais on va utiliser un système de ranking, je ne sais pas comment on peut le dire en français, pour savoir, voilà, c'est dangereux, c'est pas dangereux, mais on ne sait pas du tout quelle composante est sortie des clous. Alors, ce sont des capteurs qui sont construits plutôt par des gens de l'IoT, pas des personnes qui sont issues donc de ton milieu à toi, Bruno, qui connaissent à peu de choses près les seuils, mais ça a son utilité pour au moins faire penser visuellement que les gens puissent voir que oui, là, il y a danger, là, je peux intervenir, etc., etc. Et puis, il y a une autre catégorie de capteurs. Alors, tu me diras après si tu es d'accord. Il y a une autre catégorie de capteurs. Et là aussi, en France, on a beaucoup de produits où là, vraiment, on peut savoir beaucoup plus précisément quel endroit, même à quel moment, on passe dans une zone dangereuse. Et du coup, on peut déterminer plus facilement les sources de pollution. Ça fait appel à d'autres techniques de captation. Enfin, je veux dire, c'est assez cher, faut quand même le reconnaître. Par contre, c'est assez précis. Et puis, du coup, on peut réagir plus vite. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même certains problèmes avec les capteurs à destination du grand public, parce que on a des personnes qui achètent capteurs sur Internet. Finalement, ils vont prendre le cher, le plus joli, peu importe, mais ça va jamais être par rapport à un problème particulier et par rapport à un plan d'action, par exemple. Et donc, moi, je me retrouve en face de personnes qui ont acheté des capteurs à 50 € sur Amazon et qui mesurent les COV, qui mesurent les particules fines, etc., etc. Mais en fait, ils ne comprennent absolument rien à ce qui est mesuré et à ce qu'ils doivent en faire. Donc, moi, ça me gêne beaucoup parce que ça peut avoir l'effet inverse. On sait que les capteurs à bas coût, notamment sur les COV, ils ont une dérive très forte. C'est-à-dire que plus le temps va passer et moins ils vont être précis.
Oui, c'est vrai. Et donc, on peut tout à fait rater un pic de pollution de COV, se dire que tout va bien, alors qu'en fait, ça ne va pas bien, croire qu'on est rassuré parce qu'on a ce capteur, alors que finalement, on ne l'utilise pas correctement et on n'a pas un appareil qui est adapté à son besoin. Mais l'école peut aussi, et moi je trouve ça d'ailleurs plus intéressant, réaliser un autodiagnostic, c'est-à-dire qu'elle va remplir des grilles qui lui permet de savoir si son système de ventilation est bon, si ses pratiques d'aération sont bonnes, si les produits ménagers, les produits d'entretien utilisés sont bons, et si le personnel est suffisamment informé des problématiques, etc. On arrive à mettre en avant ce qui ne va pas ou ce qui peut poser problème. À partir de là, on met en place un plan d'action. On arrive à finalement réduire les sources d'émissions et réduire les expositions des polluants. Mais ça demande un certain investissement en temps et ça implique beaucoup de personnel. Donc, voilà, c'est une autre difficulté. Moi, j'encourage vraiment les établissements et les écoles en particulier à le faire si elles ne l'ont pas déjà fait. Voilà, on peut aussi les accompagner à le faire. Si je peux rajouter quelque chose, donc j'ai participé à une application de ce genre où justement en fait on avait impliqué également le personnel. Donc il y avait ce qu'on appelait, je crois, un référent qualité de l'air intérieur qui avait été formé. Donc je suppose qu'il s'est mis en relation avec des CMEI comme toi pour être sensibilisé, puis ensuite diffuser la bonne parole, on va dire, au sein d'un comité. Ils avaient fait venir des gens pour faire les mesures, pour la ventilation, etc. Et il y avait aussi, comme tu l'as si bien dit, cet autodiagnostic. Donc tout le monde a été formé au sein de ce comité pour être en capacité de faire cet autodiagnostic, avec bien entendu le support des professionnels. Et ensuite, ils voulaient en fait qu'il y ait une mesure qui se fasse au long cours. Et justement, il y avait une demande, voilà, quels étaient les capteurs du marché qui pouvaient à la fois être en accord avec le budget de l'école et qui soit quand même, qui ait quand même une certaine efficacité. Par exemple, je sais pas, 1 à 2 mesures par jour, même 1 mesure par jour, hein, c'est largement suffisant. Et là où j'ai vu qu'il y avait un souci, donc moi maintenant je prends la casquette de consultante IoT, là où moi j'ai vu un souci, c'était que j'avais du mal à trouver à la fois un capteur qui était pas trop cher, un capteur qui fasse le job, qui quand même donne des indications fiables au long cours, même si ça oblige même qu'une fois par an on puisse étalonner, je trouve que c'est quand même raisonnable, mais par contre qui s'intègre dans le système d'information de l'établissement. Et là, ça s'effondre au niveau du choix, parce que beaucoup de fournisseurs proposent leur propre système d'information, oui, qui est complètement fermé, ou bien s'il faut l'ouvrir, il faut faire appel à un intégrateur. Et c'est là où je trouve que ça, le bas blesse, c'est que voilà, il faut que ça réponde à tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que je me dis, là, ça aurait été très bien, je trouve que ce serait très bien, l'IoT pourrait apporter énormément là-dessus, mais au moment où moi j'ai fait l'étude, mais peut-être que toi tu me diras que ça a évolué, ces éléments-là dont je viens de te parler, et c'est pas encore tout à fait aligné, les planètes sont pas encore alignées à ce niveau-là. Oui, non, je suis d'accord. En fait, ce qui évolue, c'est que l'offre se diversifie, mais les problématiques restent les mêmes à ce niveau-là. Voilà, on a des capteurs qui vont utiliser un petit peu tous les systèmes de communication disponibles, qui vont avoir de plus en plus, on va dire, de fonctionnalités au niveau de l'expérience utilisateur, quelque chose qui soit de plus en plus pratique, etc. Il y a des choses très intéressantes voilà, qui arrivent petit à petit. Là, ça s'est vraiment accéléré depuis 1 an. Mais ce constat-là est toujours valable, c'est-à-dire que on se retrouve à dire à nos clients, oui, il faut absolument que vous achetiez ce capteur-là, c'est celui-là qu'il vous faut. Mais par contre, vous devez payer une licence pour l'application chaque année voilà, qui dépend du fabricant. Si l'année prochaine vous achetez des capteurs d'une autre marque, vous devrez acheter une autre licence et vous ne pourrez pas faire le lien entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui existe toujours.
Donc, heureusement, il y a aussi des solutions qui arrivent qui permettent de faciliter les choses là-dessus. C'est effectivement pas évident et justement, en France, on est plutôt des mauvais élèves là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des très bons capteurs, mais qui sont assez compliqués à utiliser. Justement, les Chinois, par exemple, vont à l'inverse faire des capteurs qui seront peut-être moins précis, moins performants, j'en sais rien, mais par contre, qui vont être très simples d'utilisation et qui vont tout de suite répondre aux besoins, et c'est pour ça qu'ils en vendent beaucoup plus que nous. En tout cas, je te remercie beaucoup, Bruno. Voilà, j'espère te retrouver l'année prochaine avec plein de bonnes nouvelles, plein de beaux projets. Merci. Quant à nous, en fait, le podcast se termine. Donc, c'était l'épisode 2 consacré à la journée de la qualité de l'air. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir, Bruno. Au revoir, Ganal. Merci beaucoup.